C'est parti. Ok, donc bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là. Je ne sais pas si, je pense que moi je ne vous connais pas tous, donc je vais me présenter. Donc moi je suis Nicolas Kierman, je suis architecte pour plateforme chez Microsoft. Je viens plus du monde Dynamics que du monde Modern Workplace, hein, désolé. Pas de Mais souci. voilà, ça doit faire une dizaine d'années, je pense, que je travaille sur Dynamics, un peu plus maintenant, dont 8 chez Microsoft, 9 maintenant d'ailleurs. Voilà, donc beaucoup sur Dynamics au début, sur la partie CRM, et puis depuis 2 ans, exclusivement sur Power Platform. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'était un petit peu de vous parler des différents connecteurs qui existent sur la plateforme. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que la documentation qu'on a, elle est améliorable, on va dire. Et plus le nombre de connecteurs augmente, plus ça devient difficile de se retrouver dans tous ces connecteurs-là, à la fois pour explorer les capacités, mais aussi pour construire différentes stratégies autour de l'utilisation de ces connecteurs. Et du coup, j'ai fabriqué un rapport Power BI que je voulais vous partager ici. Vous avez un raccourci en haut là, donc je peux peut-être mettre l'URL directement dans Ouais, le n'hésite pas. chat. Ouais, ça va être plus simple si vous voulez voir. Hop, voilà. Et donc, l'idée de ce rapport, hein, c'est un rapport qui est connecté directement sur l'API de Power Platform, qui va récupérer toutes les informations disponibles sur les connecteurs. Donc, si on regarde un petit peu le rapport lui-même, en fait, ça se compose de 3 pages différentes. La première est assez basique, hein, c'est juste d'avoir un découpage entre les connecteurs standards inclus dans les licences Office et puis les connecteurs premium qui nécessitent des licences Power Apps ou Power Automate. Euh, on voit bien à peu près un ratio d'un tiers, 2 tiers, hein, mais ça permet d'être beaucoup plus précis. On peut forcément filtrer tous ces connecteurs sur la droite, faire des recherches. Mais ce qui va être plus intéressant, c'est de dire, une fois que j'ai trouvé un connecteur qui m'intéresse, je ne sais pas, on m'a posé des questions peut-être tout à l'heure sur un connecteur avec Amazon. Voilà, donc je vais faire ma recherche ici, je vais sortir mon connecteur, je vais voir tout de suite que ce connecteur-là, c'est un connecteur premium. Et au-delà de ça, je peux utiliser, je pense, des fonctionnalités que vous connaissez peut-être encore mieux que moi, de Power BI. On peut faire un drill through. Donc ici, je peux aller voir le détail du connecteur et arriver donc sur une page où j'ai toutes les informations qui existent dans l'API sur ce connecteur-là. Donc ça va au-delà de ce qu'il y a dans les pages de documentation, hein, puisque vous avez la description du coup, oui, du contenu du connecteur, mais vous savez aussi quand est-ce qu'il a été créé, quand est-ce qu'il a été modifié pour la dernière fois. Vous avez des tags de release qui vont derrière pour pouvoir suivre les mises à jour éventuellement. Et puis vous avez tout un tas d'informations sur les types de connexions que ce connecteur utilise et ses capacités. Donc en gros, quel type d'action il est capable de faire et quel type de données il est capable de manipuler. Donc, tous les connecteurs n'ont pas forcément toutes les informations bien à jour, mais quand même la grande majorité l'ont. Et ça permet d'avoir, au-delà de la vision ici de l'overview global, de rentrer après dans plus de détails. Avant d'aller voir ces pages-là, d'ailleurs, ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir une vision aussi sur ceux qui sont disponibles sur la gateway. Ça, c'est un chiffre qui est assez stable depuis un moment. Voilà, si vous voulez savoir tout ce que vous pouvez faire sur des connecteurs on-prem, hein, vous pouvez très bien le filtrer ici, dire je veux voir ceux qui sont sur la gateway et vous rendre compte que voilà, la grosse majorité sont des connecteurs premium et vous avez la liste exacte ici. Et donc, quand on vous pose des questions peut-être sur les connecteurs disponibles et dans quel cadre, ce rapport-là permet de répondre rapidement à ces questions plutôt que de fouiller la doc à la main, quoi. Et donc le connecteur SharePoint, il n'est pas en premium via la Alors, gateway. c'est parce que là, il y a le connecteur n'est pas tagué comme premium parce que le connecteur, c'est le connecteur SharePoint normal. Ouais, d'accord. Quand on l'utilise, ce connecteur a une capacité de gateway et la gateway elle-même, oui, est premium. Ouais, c'est Ça ça, peut ouais. porter à confusion, Mhm. mais Non, parce non, que dans l'API, le connecteur, il est tagué comme standard. ouais, il faut bien C'est comprendre. l'utilisation de la gateway qui, lui, Ouais. qui le rend premium. Ouais, Ok, c'est ça. sympa. Donc, voilà, il faut être un petit peu prudent avec ça, mais voilà, je pense que pour des gens qui ont l'habitude de la plateforme, on ne fera pas l'erreur. Ouais, non, c'est vrai. Euh, Voilà. Il y a quelques petits écarts aussi à voir, hein. C'est que ce rapport-là, il est entièrement rempli à travers l'API, hein. Moi, je ne voulais pas gérer une base de données en plus de ce qui existe déjà. Mm. Ça veut dire aussi que des fois, il y a des connecteurs que l'API ne publie pas.
Donc, il y en a très peu, hein, peut-être 5 à ma connaissance, mais en tout cas, il y en a. Genre, le connecteur HTTP, par exemple, il n'y est pas. Parce que c'est, enfin, plus largement d'ailleurs, tous les connecteurs qui sont dans la catégorie built-in, donc tout ce qui va être interne à Flow, sont dans la doc, mais ils ne sont pas dans l'API, parce que ce n'est pas considéré comme de la connectivité externe. Et si on regarde sur HTTP, voilà, je vais avoir le connecteur HTTP with Azure AD, qui lui est un connecteur vraiment packagé spécifique, mais le HTTP, qui est un connecteur très générique, n'est pas dans cette liste. Voilà. Donc, mais voilà, c'est vraiment des exceptions. La grosse majorité des connecteurs sont présents. Et donc, au-delà de cette vision d'ensemble des connecteurs qui est ici, ce qui est intéressant et que j'essaie de mettre à jour de temps en temps, c'est des visibilités un peu plus détaillées en utilisant les infos qui sont associées au connecteur. La première chose, peut-être le plus intéressant, ça va être de dire comment est-ce que se découpent un peu les connecteurs entre les premium et les standards en fonction de leur capacité. Donc, on a parlé de la gateway, on voyait que c'était essentiellement du premium, même si elle a ces exceptions-là, donc on vient de parler, mais on voit que la partie voilà, gérer des données tabulaires, on voit bien que la politique, c'est plutôt de rendre ça premium qu'autre chose. Bon, celui-ci n'est pas forcément encore très, très exploitable parce que vous voyez quand même, il y en a encore beaucoup qui sont avec des blancs ici et que Action et Trigger, bon, c'est assez générique, donc ça ne permet pas de faire le tri. Mais ça permet de temps en temps d'avoir d'identifier voilà, des écarts. Des services cloud sont plutôt des services premium aussi, alors que tout ce qui va être stockage de données assez brut, type blob, c'est plutôt du standard. Donc, quand on travaille après sur des DLP ou des stratégies d'utilisation de connecteurs avec des clients, ça permet d'avoir une vision agrégée qu'on ne peut pas avoir autrement dans la documentation. Maintenant, sur cette page, ce que j'utilise moi le plus, c'est la partie Connection Parameter que vous avez ici en bas. Là. Ça, c'est très, très utile pour travailler des DLP. Parce que je ne sais pas comment vous les travaillez habituellement, mais souvent, on va avoir des questions du type quels sont les connecteurs qui sont à risque? Et les connecteurs qui sont à risque, c'est ceux qui ne propagent pas l'identité de mon utilisateur. D'accord. Et donc, typiquement, ceux qui vont utiliser des clés d'API ou des login passwords en clair, par exemple, une authentification SQL. Et du coup, avec ça, on peut très facilement dire ces connecteurs-là propagent une identification, hein, puisqu'ils utilisent des tokens, alors que ceux-là sont basés sur des clés d'API. Donc, on va peut-être passer un peu plus de temps sur à quelle population on les donne et sur quel environnement on les rend accessibles. Donc, travailler une DLP avec ça, moi, je l'utilise beaucoup dans ce cadre, de dire, tiens, on va passer un petit peu de temps à examiner ensemble les connecteurs qui utilisent des mots de passe en clair et regarder s'ils sont pertinents ou pas dans votre cadre pour voir si on les bloque ou si on les donne à des environnements spécifiques. Il se trouve que les conventions de nommage ne sont pas encore très bien normalisées, ce qui fait que vous voyez par exemple ici j'ai du API key avec un underscore et puis du API key sans underscore. Donc je pense que ça c'est en train de bouger. Voilà, c'est des choses sur lesquelles je travaille avec le groupe produit aussi. Mais donc petit à petit ça va se simplifier. N'empêche qu'il y a quand même des paramètres de connexion qui des fois sont spécifiques au service du provider derrière. Donc si on prend Salesforce ou d'autres, ils ont des paramètres d'authentification qu'ils ont nommés d'une façon très spécifique dans leur API et c'est ça qu'on voit ici. Et c'est pour ça que il y a certains connecteurs où on voit voilà, ce paramètre, il y a un connecteur sur les 400 qui l'utilise. Mais voilà, sur la vision d'ensemble, je pense que c'est assez intéressant de se dire ces connecteurs-là propagent l'identité, c'est safe d'une certaine manière, et cela nécessite voilà, utilise une identité plutôt mutualisée, type compte de service ou clé d'API. Donc, il faut peut-être y faire un peu plus attention sur la façon dont ils vont être utilisés sur la plateforme. Voilà. Une autre information intéressante qu'il peut y avoir, c'est donc l'onglet qui est juste derrière ici, qui donne des informations sur les releases. Parce qu'une grosse question que j'ai aussi sur les connecteurs, c'est peut-être que souvent vous voulez utiliser un connecteur, il est en preview. Quand est-ce qu'il deviendra connecteur en production? Alors même si il y a pas mal de paramètres qui jouent en ligne de compte et on ne peut pas forcément donner une règle très fixe, quand on constate ce qui existe, vous voyez bien que le connecteur qui est en production, qui est le plus récent, il a quand même à peu près 450 jours, donc 1 an et demi d'existence. Donc un connecteur qui, tout cela, là, les connecteurs qui sont sortis ici, là, ils n'ont à peu près aucune chose d'être en prod avant au moins 1 an et demi. Donc ça permet un peu de voir. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait, une des clés pour les passer de preview à production, c'est un historique d'utilisation du connecteur.
Donc, tant qu'on n'a pas atteint cet historique d'utilisation, on refuse de les passer en production. Donc ça peut être intéressant voilà, pour anticiper des stratégies pour des clients qui peuvent être un peu frileux pour utiliser des connecteurs en preview. Et toujours sur cette logique de tracer un peu les modifications des connecteurs, vous avez sur la gauche un suivi de quels sont les derniers connecteurs ajoutés et quels sont les derniers connecteurs mis à jour. Des fois, on peut avoir des surprises. Genre là, le connecteur SQL Server, qui est quand même un connecteur assez ancien, il a été mis à jour juste avant Noël. Donc, des fois, ça peut être des tout petits changements. N'empêche que ça peut, si c'est des connecteurs un peu importants dans l'organisation avec laquelle vous travaillez, ça peut valoir le coup d'aller jeter un œil sur ce qui a bougé sur ce connecteur-là pour voir s'il peut y avoir des impacts Et d'une sur ce manière qui a été déployé. D'une manière générale, tu déconseilles d'utiliser ceux en preview, même où il y a assez peu de risques en fait de ce que tu as constaté. Moi, je n'ai pas constaté de risque particulier parce que le code dans les connecteurs, il est très limité. C'est le même à peu près pour tout le monde. C'est un code générique et après, c'est de la déclaration qu'on pousse dans ce code-là, mais le code ne bouge pas. Donc, je pense que le risque d'avoir des problèmes là-dedans, il est relativement faible. En tout cas, j'en ai pas vu. Mais maintenant, il y a des clients qui disent s'il y a un tag preview, je ne veux pas l'utiliser. Okay. Ouais, bien sûr. Bien sûr ouais. Voilà. Maintenant, ce que j'ai plutôt, c'est de dire je veux surveiller ce qui arrive et me poser la question de dire est-ce que je dois mettre à jour mes DLP en fonction de ces changements-là ou est-ce que j'ai des applications critiques qui risquent d'être impactées. Voilà, autant peut-être qu'avec un COE Starter Kit, par exemple, on va avoir la liste des connecteurs. Donc, si on l'a installé il y a un petit moment, on va avoir des dates de création qui correspondent à peu près aux vraies dates de création des connecteurs. Donc, on peut faire des choses. Par contre, on aura beaucoup plus de mal à suivre les updates. Donc, avec un rapport de ce type, on peut vraiment avoir une visibilité précise sur ce qui se passe en termes de mise à jour et éventuellement prendre des actions en fonction des applications qu'on aura déployées, quoi. On voit aussi que les mises à jour sont très fréquentes. Si on regarde ici, il n'y a pas de connecteur qui n'a pas été mis à jour depuis un an. Voilà, celui qui a le plus vieil historique, là, qui est le plus haut, ça fait quoi? Ça fait 300, donc ça fait moins d'un an qu'il a été mis à jour. Donc il y a quand même des mises à jour fréquentes sur les connecteurs. Et on voit d'ailleurs qu'il y en a eu une ici là, qui a mis tout le monde à zéro d'un coup. Là. Il y a une ligne haute là, qui correspond à une mise à jour assez violente de l'ensemble, je pense. Voilà. Il y a d'autres derniers petits trucs qu'on voit aussi, c'est l'ensemble des publishers. Souvent, on me demande ces connecteurs, qui les a publiés. Donc, jusqu'à il y a quelques mois, c'était marqué Microsoft partout. Mais on a bien travaillé avec le groupe produit pour clarifier ça. Et du coup, vous voyez bien finalement qui a publié le connecteur, c'est-à-dire qui est celui qui l'a déclaré dans Power Platform. Donc, la majorité, la moitié, là, c'est Microsoft qui les a fait. Mais on commence à voir de plus en plus d'éditeurs indépendants qui certifient, qui poussent leurs connecteurs pour qu'ils soient ajoutés sur Power Platform. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Ce que je voulais vous montrer après, c'est peut-être comment je l'ai fabriqué, parce que je pense qu'un intérêt, c'était de l'utiliser comme ça, mais l'autre, c'est peut-être de pouvoir peut-être faire le vôtre et puis le personnaliser en fonction des besoins que vous auriez. Oui, tout à fait. Là, on est bien d'accord que c'est les connecteurs en fait Power Apps, c'est Power Automate. Il n'y a pas les connecteurs Power BI. Exact. Qui sont une autre. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il y ait la même API en fait. Je pense que c'est complètement différent. J'ai pas forcément beaucoup de détails là-dessus, mais j'ai d'expérience, j'ai quand même l'impression que c'est une infra différente. On ne parle pas de la même chose, quoi. Et il y a une question dans le chat, c'est aussi les connecteurs Logic App en fait. On est d'accord. Alors, techniquement, oui, mais par contre, il y a des connecteurs, par exemple, qui sont disponibles que sur Logic App. Et ceux-là, on ne les verra pas parce que l'API de Power Platform ne les liste pas. D'accord. Donc, si c'est des connecteurs qui sont communs entre Logic App et Power Apps pour Automate, on les voit et ce sont les mêmes. Maintenant, si c'est un connecteur qui est que Logic App, on ne le verra pas ici. Ok. En tout cas, super boulot côté Power BI. C'est super clair et c'est vraiment très sympa. Après, ça permet. Moi, je travaille après sur d'autres onglets encore que j'ai pas encore à dispo, mais l'idée c'était d'essayer d'identifier des drivers, par exemple, de dire de trouver des corrélations entre des propriétés des connecteurs et pourquoi il est en preview ou en production, ou pourquoi il est premium ou en standard, ou ce genre de choses. Pour l'instant, on n'y voit pas grand-chose, donc il faut encore que je travaille Power BI pour améliorer ça.
Mais je pense que si à un moment donné j'ai une visibilité plus forte là-dessus, je rajouterai des onglets pour qu'on puisse voilà, continuer à exploiter ces données-là plus en détail. Ouais. Et du coup, peut-être que tu vois, là, tu parlais des connecteurs Power BI. Moi, c'était un gros problème, c'est que quand j'ai voulu créer ce Power BI, bah, je ne peux pas le connecter sur mes connecteurs Power Platform, en fait. Donc, bon, j'ai un petit peu galéré pour faire ça. Et en fait, j'ai fini par trouver qu'on pouvait, bah, Power BI, il peut appeler des flux HTTP. Ah Et oui. bah, Power Automate peut faire des flux HTTP. Mm. Et donc, en fait, ce qu'il y a derrière ce rapport, bah, c'est un flow qui était préchargé, mais qui visiblement ne veut pas. Ok, on va le rouvrir. Hop, voilà. C'est un flow tout bête, qui est une requête HTTP où j'ai branché mon Power BI sur cette URL. Et derrière, quand il est appelé, bah, j'utilise le connecteur d'admin pour obtenir les connecteurs de la plateforme. Je l'ai mis sur un environnement sur lequel j'ai aucun connecteur custom, comme ça je suis sûr de remonter que des connecteurs standards du produit. Mhm. Et ensuite, je les renvoie dans une réponse à HTTP, tout simplement. Voilà. Donc, c'est tout bête, mais n'empêche, ça me permet d'appeler des connecteurs que Power BI n'a pas. Voilà, Power BI n'est pas capable de se connecter là-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais derrière, ça permet voilà, de pouvoir exploiter ces informations hop, et d'éviter aussi de charger trop flow, puisque Power BI, je le mets à jour, je crois, une fois par jour. S'il veut bien. Oui. Voilà, donc comme ça, j'ai un flow qui tourne sur un tenant que j'ai mis à côté qui ne fait pas grand-chose. Et puis, voilà, on va peut-être rafraîchir tout ça. Galère. Voilà, et c'est celui-ci. Voilà, donc comme j'ai plusieurs datasets, on voit bien que chaque jour, il y a plusieurs exécutions. Mais voilà, je ne sais plus, voilà, il y en a 5 là. Mais en tout cas, voilà, je ne sollicite pas trop mon flow et j'ai en même temps un Power BI où je n'ai pas une base de données à maintenir parce que je tape directement sur les connecteurs d'admin de Power Platform. Et du coup, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est vous pouvez réutiliser ce type d'architecture sur un environnement sur lequel vous avez plus de connecteurs chez un de vos clients pour avoir un rapport qui soit plus complet. Ouais, je suis en réunion, donc tu vas attendre là-bas. Non, non, tu vas là-bas. Oui, tu vas passer sous le bureau. Attends. L'avantage Ouais, d'être à la maison. exactement. Il y a une Euh, petite question dans ouais. le chat, c'est je vois que Adobe Sign est connecteur inclus dans Microsoft 35. Cela induit-il sa gratuité? Oula. Alors, il faut distinguer déjà la gratuité du connecteur en termes de Power Platform et du service que fournit l'éditeur derrière. Si on va Ouais. sur Adobe ici, Sign, hop, ouais. Adobe Sign, il est là. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'une licence Power Platform spécifique pour l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser avec vos licences Office. Mhm. Par contre, ça ne dit rien sur les conditions d'utilisation du service par Adobe Sign. Ouais, bien sûr. Voilà. Et je ne connais pas leur licensing. Peut-être qu'eux ont besoin ont un service payant derrière, pour le coup. Hop, peut-être qu'ils donnent un peu plus de détails là-dedans. Ouais. À mon avis, c'est payant. Hein. Enfin, connaissant Adobe Sign, je ne crois pas qu'ils aient d'offres gratuites. Mais, Formule et tarif Adobe Sign, ouais. Je suis tombé sur pricing. A priori, c'est 41,99 € pour les petites entreprises, etc. Donc c'est pas gratuit. ouais, faut pas confondre le coût du connecteur qui peut être payant ou gratuit chez Microsoft, plus le coût du service qui est derrière, qui là dépend de l'éditeur du service. Bien sûr. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je pense que je peux vous mettre à disposition le rapport Power BI en entier. Hein, c'est pas un problème. Le flow, je pense pas que ça ait un grand intérêt, mais une fois qu'on sait comment il est fait, c'est assez facile à reproduire. Ouais. Ouais. Voilà, je sais pas s'il y a des. Une question de Newbie. Est-ce qu'il existe un connecteur qui pourrait faire des interactions par mail? Parce que si j'ai bien vu, pour le moment, hors Exchange Online, point de salut. Alors, des connecteurs mail, il y en a un paquet sur Power Platform, et certains Ok. dépendent d'Exchange et d'autres pas.
Alors, moi, j'en connais bien 3, mais je pense qu'il y en a plus que ça encore. On va enlever ça. Hop, si déjà, on regarde la partie mail ici. Déjà, ça va dépendre du fournisseur de mail que vous avez, puisque voilà, on peut aller vers Gmail. Le connecteur mail ici, lui, je pense qu'il est générique, donc c'est un connecteur de mémoire SMTP POP3. On peut aller taper sur différents services. Ouais. Ce qui d'ailleurs pose des questions quand on veut travailler une DLP. Hein. Est-ce qu'on autorise ce connecteur ou pas? Parce qu'il peut sortir du contexte de Microsoft. Mais ce n'est pas le seul. Vous en avez aussi qui sont basés sur SendGrid, les connecteurs de notification, par exemple. Les notifications, ceux-là peuvent envoyer des mails aussi, puisque les notifications, on peut choisir de l'envoyer soit à travers les applications Power Apps, soit à travers des mails. Et ces mails-là sont envoyés avec des services SendGrid d'Azure derrière. Mm-hmm. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre du type de service d'email que vous voulez utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du Exchange. Ok. Une autre question. Les connecteurs premium Microsoft sont-ils gratuits hormis la licence Power Apps Power Automate? Oui. Ouais, Oui. À partir du moment où on a une licence Power Apps ou une licence Power Automate, on a accès à l'ensemble des connecteurs, plus la capacité de créer les vôtres et d'avoir des gateways, d'utiliser des gateways pour des données on-prem. La question est complétée, c'est Word Online, par exemple. Ouais, Word Online. Word Online, c'est inclus dans les licences Power Apps, Power Automate, complètement. Ok, super. D'autres questions? Sébastien. Quel type de flow trigger? C'est un HTTP. Donc en fait, le trigger, c'est j'ai une planification côté Power BI qui dit j'ai un refresh tous les jours à telle heure, et du coup il appelle l'URL du flow. Et est-ce qu'on peut l'utiliser? Oui, parce qu'en fait, alors si je reviens ici, hein, le trigger utilisé c'est celui-là. Donc si j'en crée un depuis zéro, en fait cette URL elle est générée automatiquement au moment où je crée le trigger. Donc, dans Power BI, j'appelle cette URL-là. Et ensuite, cette action ici, là, le get connectors, en fait, il va sortir la liste de tous les connecteurs qui sont disponibles dans l'environnement qu'on lui donne. Donc, si on lui donne un environnement sur lequel il y a des connecteurs custom, le connecteur remontera, on aura les informations sur les connecteurs custom aussi. Ok. Et pour ça, pour le connecteur HTTP, là, HTTP request, il faut une licence premium par contre. Oui, les connecteurs HTTP sont premium. Ouais. Et du coup, tu as une limite de nombre de fois dans lequel tu peux l'appeler, particulière ou pas plus que le reste? Non, pas plus que le reste. Alors, il faut voir que sur les connecteurs, il y a des limites standards qui sont valables pour l'ensemble des connecteurs, ouais. Et qu'il y a certains connecteurs qui peuvent avoir des limites différentes, c'est-à-dire plus restrictives. Mais c'est relativement rare. Donc, dans la documentation, vous avez une page, je ne sais pas si si je la trouverai en 2 secondes comme ça, mais vous avez une page qui liste les limitations des connecteurs en termes d'appel notamment, et puis ensuite sur chaque connecteur, je ne sais pas si je prends, on parlait d'Adobe Sign tout à l'heure, peut-être que lui, voilà, donc là il y a apparemment des limites spécifiques à l'API d'Adobe qui font que si c'est un autre utilisateur qui le fait, il va peut-être avoir des problèmes, et surtout vous avez la limite en termes de nombre d'API calls. On a droit d'aller jusqu'à 100 calls en 60 secondes. Ça, il me semble légèrement plus restrictif que ce qu'on peut avoir en standard. Et c'est probablement lié à des limitations de l'API Adobe qui n'est pas capable d'accepter plus, quoi. Ouais. Très bien. Voilà. S'il y en a qui ont des questions, ils peuvent encore les poser. Pas hésiter. On a fait le Il y a tour. quelqu'un qui a une main levée, je ne sais pas. C'est... Hop. Oui, c'est moi. Bonsoir, bonne année. Merci. Bonne année.
Ok, donc c'est moi qui ai posé la question concernant les connecteurs. Donc, je voulais résumer. Donc, si j'ai bien compris, tous les connecteurs Microsoft sont gratuits, quel soit standard ou premium, dès lors qu'on a la licence Power Apps derrière. Mais pour les autres connecteurs, ça veut dire des éditeurs autres que Microsoft, il faut avoir la licence Power Apps qui permet d'utiliser le connecteur. Il faut maintenant voir chez l'éditeur comment licencier comment licencier cette application. C'est ça, en fait, il n'y a pas de prix pour un connecteur donné. Il y a des connecteurs standards, puis il y a tous les autres. Et si j'ai des licences Power Apps ou Power Automate, j'ai accès à tous les connecteurs de la plateforme sans limite. Par contre, effectivement, le fournisseur du service derrière, il faut voir avec lui quelles sont ses conditions d'utilisation. Ok, merci. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions plus tard qui vous viennent, n'hésitez pas. Bah, écoute, je suis joignable sur LinkedIn essentiellement ou sur Teams, si vous voulez.